cette thématique. Bonsoir. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs et organisatrices de cette soirée pour l'invitation qui a été faite à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Je suis d'ailleurs accompagnée de ma collègue chercheur Amina Triki-Yamani qui pourra intervenir sur mon temps de parole si elle le souhaite. Un mot d'abord pour présenter la Commission. La Commission est un organisme indépendant qui a été créé en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise. Elle a été mise sur pied en 1976 et a entre autres donc pour mission de veiller au respect des droits et libertés qui sont garantis par la Charte, notamment le droit à l'égalité. Pour ce faire, la Commission a différentes responsabilités qui lui sont dévolues par la Charte. Elle a entre autres la responsabilité vous le savez, on l'a dit, de recevoir les plaintes pour discrimination, incluant les plaintes en matière de profilage discriminatoire. Elle fait alors enquête, elle peut mener des dossiers devant le tribunal des droits de la personne. La Commission a d'ailleurs gagné au cours des dernières années plusieurs recours en matière de profilage racial particulièrement. Mais la Commission a des responsabilités également en matière elle effectue des recherches, elle met des avis, elle formule des recommandations, comme on l'a souligné déjà. On déploie également d'importants efforts d'éducation, de sensibilisation aux droits. On coopère avec les organismes qui œuvrent également en matière de droits et libertés de la personne. Notre action est donc fondée sur la Charte québécoise, particulièrement le droit à l'égalité. Les profilages racial et social sont une forme de discrimination interdite, tant par la Charte québécoise que par le droit international. Et donc, les profilages sont contraires, les profilages racial, social et les profilages discriminatoires sont contraires au droit à l'égalité protégé par la Charte, par l'article 10 de la Charte, mais aussi contraire à plusieurs droits fondamentaux ou droits judiciaires que la Charte garantit également. Je ne vais pas m'attarder spécifiquement au libellé de l'article, mais il y a 3 rappels que j'aimerais faire à ce sujet-là dans le temps qui m'est imparti. Premier rappel, c'est que la discrimination, elle peut évidemment être directe, mais elle est aussi de plus en plus souvent indirecte et systémique. Et on doit davantage tenir compte de la dimension systémique des profilages racial et social. La discrimination systémique, elle a ceci de particulier qu'elle nous oblige à nous attarder pas seulement à l'effet d'un acte isolé ou à l'effet d'une norme isolée ou à l'effet d'une pratique isolée, mais il s'agit plutôt d'un ensemble cohérent de représentations sociales, de préjugés, d'attitudes, de pratiques individuelles ou institutionnalisées souvent, qui se renforcent et qui s'alimentent mutuellement. Une analyse de la discrimination sous l'angle de la perspective systémique, ça nous oblige également à tenir compte des conditions historiques qui ont permis la mise en place et la recondition des systèmes discriminatoires actuels. Donc ça, c'est le premier rappel sur la discrimination systémique, sur la perspective systémique de la discrimination. Le deuxième rappel, c'est que les préjugés qui sont souvent à la base de la discrimination, ils sont souvent inconscients. Et donc, l'intention n'est pas un élément pertinent en matière de profilage, que ce soit le profilage racial ou social, encore une fois. Il faut plutôt s'attarder à l'effet des normes et des pratiques sur les groupes et non aux intentions, aussi bonnes qu'elles soient. Le troisième rappel, c'est que tous les motifs de discrimination, et vous les avez énumérés ici à l'écran, tous les motifs de discrimination qui sont inscrits à l'article 10 de la Charte peuvent être invoqués en principe, à tout le moins, en matière de profilage discriminatoire. En matière de profilage racial, on parle évidemment des motifs race entre guillemets, couleur et origine ethnique ou nationale, mais on peut aussi penser au profilage fondé sur la religion, qu'on invoque malheureusement moins souvent. Pour le profilage social, il faut penser entre autres à la condition sociale. Pour le profilage politique, c'est le motif conviction politique auquel on va d'abord penser. Il faut également penser au profilage fondé sur le handicap. La Commission a entrepris des recours notamment en cette matière-là, le handicap qui inclut les problèmes de santé mentale. Mais le troisième rappel que j'aimerais faire à propos des motifs de discrimination, c'est qu'il faut également penser et surtout à ce qu'on appelle l'analyse intersectionnelle des motifs. Il y a du profilage racial dans le profilage social et il y a du profilage social dans le profilage racial.
Et donc, bien souvent, le motif origine nationale va devoir être croisé avec le motif condition sociale, par exemple dans le cas des Autochtones. Pour comprendre d'autres réalités de profilage, il faut aussi parfois croiser les motifs sexe, les motifs identité ou expression de genre, entre autres par rapport au travail du sexe, prostitution. Et donc, d'autres motifs qui peuvent également être croisés avec l'origine nationale et la couleur. Et c'est seulement à travers une analyse intersectionnelle des motifs de discrimination qu'on peut réellement comprendre, saisir et appréhender les différentes réalités des victimes de profilage racial. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que donc plusieurs motifs peuvent définir notre identité, que cette identité-là soit réelle ou perçue. On a parlé tout à l'heure de la définition du profilage racial-social. C'est évidemment sur la base donc, de la Charte québécoise que la Commission mène des travaux sur ces profilages-là depuis 2003. En 2005, la Commission a formulé une définition du profilage racial. Cette définition-là, elle a été reprise, à tout le moins en partie depuis, par plusieurs institutions. Elle est particulièrement importante parce qu'elle tient compte du caractère systémique du profilage, particulièrement dans son deuxième paragraphe, qu'on peut lire ici, à l'effet que le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d'autorité qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population, du fait notamment de leur appartenance raciale, ethnique, nationale, où on pourrait invoquer d'autres motifs. Donc, j'insiste particulièrement ici sur le deuxième volet de la définition, sur le deuxième paragraphe de la définition, d'autant plus que ce deuxième paragraphe-là est souvent pas repris dans les différents documents, notamment dans le document de consultation qu'on pouvait lire à propos de la consultation de ce soir. Et donc, la Commission y ajoute que l'action peut effectivement être fondée sur un motif réel ou un soupçon raisonnable, mais quand même constituer du profilage discriminatoire si la règle ou la norme est appliquée de façon disproportionnée. Et ça, la Cour d'appel l'a d'ailleurs confirmé en 2011 dans un arrêt là, sur lequel je pourrais m'attarder plus longuement s'il y a des questions. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, une contravention émise peut être fondée sur un motif raisonnable ou l'infraction peut avoir réellement été commise, mais quand même constituer du profilage si on vise de façon disproportionnée certaines personnes, au moins en partie en fonction d'un motif de discrimination. J'ai évidemment pas le temps de revenir ici sur tous les travaux que la Commission a menés en matière de profilage racial, social, politique ou fondé sur le handicap depuis 2003. Rappelons quand même qu'en 2009, la Commission a rédigé un avis sur le profilage social et la surjudiciarisation des personnes itinérantes à Montréal. La Commission a été l'une des premières à utiliser le terme profilage social. Entre 2009 et 2011, on a aussi mené une importante consultation sur le profilage racial, la discrimination systémique des jeunes racisés. Le rapport de cette consultation-là, qui a été publié en 2011, comportait 93 recommandations. Ces recommandations-là visaient notamment le gouvernement du Québec, les municipalités, dont la Ville de Montréal, les services de police, les sociétés de transport, les commissions scolaires, les écoles, les directions de protection de jeunesse. Et depuis 2011, au moment de la publication de ce rapport-là, la Commission travaille à conscientiser ces différentes autorités-là, à appliquer, à mettre en œuvre les recommandations qu'on a formulées. Il y a quelques mois, on a amorcé un bilan afin d'évaluer jusqu'à quel point ces 93 recommandations-là ont été mises en œuvre. Dans le cadre de ce bilan-là, on a organisé 13 groupes de discussion dans 5 villes différentes du Québec qui ont réuni un peu plus de 75 personnes racisées. On a également transmis un questionnaire qui a été transmis donc à 6 ministères, 30 municipalités, 21 services de police. Donc, on a fait tout un travail terrain. On a également mené 7 entrevues semi-dirigées avec des chercheurs, des experts. On est en train d'analyser tout ça et je ne suis pas en mesure ce soir, malheureusement, de vous communiquer les résultats, mais il y a quand même certains constats et certaines perspectives qui peuvent être dégagés des travaux de la Commission, de l'ensemble des travaux de la Commission depuis
2003. C'est d'ailleurs sur certains de ces éléments-là que la commission avait insisté dans son mémoire qu'elle a remis à la Ville lors de la consultation bilan en 2017. Et à notre avis, ces éléments-là, ces perspectives-là, ces constats-là demeurent d'actualité. Donc, si on s'y attarde rapidement, l'importance de la collecte de données, puis la collecte de données fondée sur différents motifs de discrimination. D'une collecte de données également qui est respectueuse évidemment des droits et libertés, notamment à la vie privée et autres réglementations en la matière. La perspective systémique des remèdes également, la commission ne saurait trop insister sur ça. Ça veut dire s'attaquer pas seulement aux symptômes, mais aussi aux sources des profilages. Ça veut dire changer, oui, les discours, changer les attitudes, mais également changer les règles qui ont des effets discriminatoires. L'éclairage nécessaire de l'analyse intersectionnelle également, on pense qu'il faut encore insister sur ça. L'accès à l'égalité en emploi des personnes racisées et des autochtones pour lesquels les résultats se font attendre, et l'apport de la recherche sociale en droit. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Pedneau, de ces précisions et perspectives. Je vais maintenant inviter Nan Cuzette, qui est directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, à nous présenter son point de vue. Nan Cuzette will speak in English. Is that on? Yes, I think so. Thanks. My name is Naguset. I just want to acknowledge that we're on Mohawk territory. I'm the director of the Native Women's Shelter of Montreal. I've been there for 20 years. I have testified at the VIANS Commission for 3 days. I also testified at the Missing and Murdered Indigenous Women's Inquiry for 3 days. But I only got 10 minutes. Yeah. So there's really hardly anything to say. So I'm just gonna, what you had mentioned before about reconciliation. I have some notes. Indigenous people are not seeing the reconciliation. They are not seeing it. They are, we created a beautiful report. It was supposed to be given to every organization and they were supposed to read it and implement it, and that is not happening. So if you're waiting for reconciliation, don't. Apology, when Harper apologized for residential school, his next step was to cut the funding for the Aboriginal Healing Foundation. So don't wait for an apology. Because a lot of these apologies, it almost feels like they're forced into apologizing and then they go back to doing worse. So the way the Native Women's Shelter was affected by getting our funding cut was I had to work extra hard to find funding to address the systemic issues that we have, and we have them on every single level. So we have it youth protection, we have it with the police, we have it with the hospitals, we have it with being forced off our land, relocations, poverty, housing, you name it, we face it. And I sit on lots of tables where we talk about these issues and bring it up and bring solutions, and nothing happens. And Cabot Square is a perfect example of sitting at a table for years talking about it, and now the problem is worse than ever. And when you take away core, important organizations that are actually helping and feeding the people and remove them, and then everyone starts dying, it makes my job harder, because now I gotta go and find solutions, and I have to brainstorm, and I have to revisit these tables and bring new initiatives that maybe they'll buy into. But at the end of the day, it's my people that are dying, and I feel like I have a responsibility to do something. So I'm gonna do the best that I can, and I'm gonna mobilize, and in my lifetime, I'm gonna try to do something. So my advice is accountability and change. So we don't want the apology. We want you to be accountable. When something happens,
Like for the indigenous community, there was this girl named Mina that disappeared. Didn't disappear, she was at the hospital, was arrested, went to a holding area, and then was let go, and then was sort of lost for about 3 or 4 days. And we're still waiting to hear what happened. And it's in this department, they'll get back to this eventually, but I don't know when that's gonna happen. But I would like accountability because I know that the police hold us accountable for everything that we do, and I think it should be equal. And change, because I really don't know how to change the concept of the police, how they can be more empathetic. I'm not sure how you teach that. I think you either have it or you don't have that. So I don't really have that much advice about that. But I did find it interesting about, the report that was done. They did racial profiling with the SPVM, and they did some kind of study or action plan. So when it comes to consultation, for us, for Indigenous people, we are consulted after. It's like, here's the report, you like it? Wait a minute, did you actually consult anyone Native? No. Would you consider making changes? No, it's done. Okay. And that is our reality for pretty much across the board. And we get tired of that. So when we talk about change, consult us first. We would really love to not be so over-ticketed. We get over-ticketed, and being forced out and not having any services and being on the streets. And, Marie-Ève had written me a letter not too long ago saying, we sent a letter to the mayor talking about the over-ticketing. And, there are certain people, an Inuk woman that has $20,000 worth of tickets, and she has no income, so she'll be spending, the rest of her life paying that off. We need to talk about these kind of things and try to find a better way, because it demoralizes, and they're already feeling demoralized. But even just trying to figure out what loitering is can be an issue. Like, how do you define